Alors, reprenons. Donc, oui, vous avez introduit cet élément très important, la lumière, qui semble effectivement échapper à la matérialité du monde. Évidemment, la lumière s'inscrit dans l'espace-temps, malgré tout, mais on a tendance à établir une distinction entre matière et lumière. Et c'est vrai que quand on a décrit les ingrédients fondamentaux du monde, la semaine dernière et puis là, tout à l'heure quand on l'a rappelé, espace, temps, matière, avec ces trois grandeurs, voilà, enfin, longueur, durée, masse, et puis ces unités dont on peut tout faire, etc. Alors, j'ai dit, attention, il y a un premier coin qui arrive dans la physique, c'est les questions électriques, avec une nouvelle unité nécessaire, parce qu'on ne peut pas relier la charge électrique en tant que grandeur physique à des durées, des masses, etc. Donc ça, c'est quelque chose, je vais fermer là, c'est quelque chose d'important en soi, donc on va y revenir. On a besoin d'une autre unité, et une fois qu'on l'a, ça ouvre la voie à toutes les autres grandeurs qui sont pertinentes dans ce domaine, dans ce champ de la physique, dans ce domaine de la réalité physique, qui a trait au phénomène électrique. Alors, électrique et électromagnétique, parce que je vous ai dit donc l'idée d'un truc un peu spécial avec l'ambre frottée avait été vue très, très tôt, sans évidemment pouvoir être formalisé ni bien compris. Bon, ok, nous on appelle ça maintenant électricité statique, comme je vous dis, enfin, c'est dans le langage familier. Alors maintenant on comprend ce que c'est, effectivement c'est lié à des charges et à des forces électriques entre les porteurs de charges électriques. Et il y a un autre ingrédient qui a été noté aussi très tôt par les Grecs, c'est la question du magnétisme. Et comme vous savez, le mot vient de la ville de Magnésie, qui dans l'Antiquité avait été, fournissait une pierre un peu particulière, une pierre d'aimant, une pierre qui avait cette propriété de manifester des interactions, des aimants, quoi. Enfin, donc, de se repousser ou de s'attirer suivant comment c'était orienté. Enfin, donc il y a des aimants naturels. Oui. Donc la magnésie qu'on utilise aujourd'hui. Ah, pour grimper, là, tout ça? Non, oui, je ne sais pas pourquoi on appelle ça de la magnésie. Vous savez, la poudre blanche là qu'on utilise. Oui, par exemple, pour les athlètes, oui. Parce que ça limite, ça augmente le frottement, en fait, donc ça évite de glisser. Pourquoi ça s'appelle magnésie? Peut-être que c'est aussi un matériau qui est... Ah non, c'est pas aimanté. C'est pas aimanté, mais peut-être que ça vient du même coin, une roche spéciale qui a cette propriété d'être particulièrement adhérente ou d'augmenter les coefficients de frottement. Je sais pas. Voilà. Donc, en tout cas, il y a ces deux choses qui font partie du monde, hein, mais qui manifestent des forces qui sont un peu inhabituelles, qui sont un peu étonnantes, parce qu'effectivement, quand vous frottez un bâton de verre, par exemple, hein, et que vous voyez que vous pouvez attirer des petits bouts de papier, des petits bouts de cheveux, etc., on sent quand même qu'il y a une force là qui est inhabituelle au sens où elle agit à distance, parce que vous approchez votre bâton de verre frotté, vous l'approchez d'un bout de papier, le bout de papier décolle. Donc ça agit, pas par contact, parce qu'on a les forces qu'on connaît, c'est vrai, si je pousse cette table, ok, elle bouge, mais voilà, c'est une force de contact. Les forces à distance,
c'est toujours un peu spécial. D'ailleurs, Newton lui-même, quand il a établi sa force de gravitation, ça le gênait beaucoup, cette action à distance, qui plus est instantanée, on va y revenir. Donc il y a une force, une espèce d'influence comme ça à distance qui a l'air de... qui relève un peu du magique. C'est-à-dire, d'ailleurs on parle d'influence comme ça, ces mots sont... Enfin, l'idée qu'on puisse agir à distance relève du magique. Enfin, c'est dans notre imaginaire, il y a un truc spécial. Toucher quelque chose, le mettre en mouvement, donner un coup de pied quelque part, dans un ballon, etc. Très bien. Agir à distance, la télékinésie, tous ces trucs-là, toute cette idée qu'il y a un truc un peu spécial. Et donc, cette force-là qui attire des petits bouts de papier et qui est capable de vaincre la gravitation. Mais bon, ça fait partie du monde, très bien, ok, c'est une force, prenons-en acte. Le magnétisme, c'est pareil, le magnétisme, c'est d'autant plus spécial que si vous avez deux aimants, ils s'attirent, et si vous retournez, ils se repoussent. Et là, vous pouvez sentir, si vous mettez deux aimants donc en configuration où ils se repoussent, vous sentez une espèce de résistance. Hein, comme si, et puis, vous pouvez tourner autour, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose là, et pourtant, il n'y a rien. Donc, vous manifestez, alors ce qu'on peut appeler un champ de force, quelque chose se manifeste qui est concret au sens où c'est objectif et c'est actif, c'est-à-dire ça agit. Vous ne pouvez pas y aller, quoi. Si vous avez un aimant comme ça, vous ne pouvez pas approcher. Dans une région localisée de l'espace, donc il y a quelque chose qui relève de la physique, malgré tout, présent dans le monde, qui agit sur des objets du monde, qui est localisé dans l'espace, mais où il n'y a manifestement pas de support matériel. Vous ne pourriez pas le peser, ce champ magnétique, comme on l'appellerait aujourd'hui. Alors en fait, si, mais pas... Enfin... parce qu'il y a de l'énergie associée. Donc, mais disons, dans le monde classique, non, certainement pas. Donc il y a quelque chose de vraiment très spécial avec le magnétisme et avec l'électricité. Et oui. J'ai oublié, y a-t-il une relation mathématique ou formulaire entre l'électricité et le magnétisme? Oui. La réponse est oui et j'y viens. Oui, effectivement. Alors, donc, ni l'un ni l'autre n'ont été abordés, en fait, par la physique newtonienne, la physique classique, la mécanique, en fait. Jusqu'au début du XIXe siècle, où on commence à être capable, effectivement, de relier l'électricité, le magnétisme, d'abord de le formaliser un peu, et puis de les relier à de la mécanique. Donc c'est intéressant. Donc ces choses-là, vous voyez que en termes de force, il y a quelque chose d'assez mystérieux. Ça agit à distance. Ça a l'air d'avoir des effets physiques, mais non matériels. Ça échappe à la matérialité. Encore une fois, quand vous avez deux aimants, vous les repoussez, clairement, il y a quelque chose là. Il y a une impossibilité d'atteindre un lieu de l'espace, quoi. Comme s'il y avait un corps, que vous ne pouvez pas le pénétrer. Mais ça ne choque personne. Ça, c'est notre intuition. Il y a un truc là, ok, je ne passe pas ma main à travers, très bien. Mais s'il n'y a rien, je ne vois rien. Et même, je vois rien, mais ce n'est pas que c'est opaque. La lumière le traverse sans problème. Si j'ai un aimant, enfin, qui fait un champ magnétique comme ça, et j'essaie d'approcher un aimant et que je ne peux pas, dans un sens il l'attire, mais dans l'autre il va le repousser, il n'y a rien là. D'ailleurs, je peux passer ma main, il n'y a rien. Il n'y a rien de matériel. Parce que matériel, ça veut dire, on ne peut pas. Mais là, si, on peut, mais on ne peut pas. Il y a quand même un truc qui se manifeste. Et encore une fois, c'est localisé dans l'espace. C'est très, très bizarre. Et voilà. Donc, ça n'a pas l'air de se laisser décrire parce que, enfin oui, ça n'a pas l'air de se laisser décrire dans la physique newtonienne jusqu'à Coulomb.
Coulomb fait des expériences. J'ai pas oublié qu'on parle de lumière, mais la lumière, c'est de l'électromagnétisme, donc on va y venir doucement. Coulomb est capable arrive à identifier qu'il y a deux types de charges distinctes qu'on appelle aujourd'hui charge positive et charge négative. Qu'est-ce que ça veut dire, positif, négatif? Quel lien avec la notion de positivité et de négativité, je dirais... Enfin, il y a un sens mathématique, plus 2, moins 2, positif, négatif. Quel est le rapport avec des charges? Ça veut dire d'être plus, moins. Et puis il y a le sens commun, je suis très positif, et puis voilà, la négativité et la positivité, quel est le rapport avec ça? Rien a priori, mais justement, Coulomb n'appelle pas ça charge positive, charge négative. Enfin, avant Coulomb, on va dire, justement. Coulomb va faire quelque chose qui permet de donner un sens à ça. Avant, on appelait ça électricité vitreuse et électricité résineuse. C'est intéressant. Il y a deux types d'électricité. Il y a l'électricité qui est produite, enfin qui correspond à ce qui se passe quand vous frottez un bâton de verre avec une peau de chat, par exemple. Ça, c'est l'électricité vitreuse. Et puis, il y a une électricité qui correspond à ce qui se passe quand vous frottez de la résine avec une peau de chat ou un tissu, un coton. Et ça, c'est l'électricité résineuse. Alors, la résineuse, c'est justement l'ambre jaune, l'ambre qui a justement donné son nom à l'électricité, enfin, c'est l'électron grec. Alors, ces deux. Donc, comment. Je ne pensais pas qu'on allait parler de ça là. Peut-être la prochaine fois, je vous amènerai un petit électroscope. Donc, on peut faire ces expériences. Et donc, on frotte un bâton de verre et puis on vient charger un petit électroscope. Vous avez un bout de métal ici, et puis vous chargez, enfin tout ça est en métal, donc le métal, on le sait, conduit l'électricité. Donc vous frottez, donc vous arrachez des charges, d'accord. Et donc votre bâton de verre, il a des charges, et vous le mettez en contact avec ce bout de métal, un petit plateau en métal, et puis vous avez une tige ici, et au bout de la tige, vous avez un petit élément mobile, une autre petite tige, mais qui peut se balader. Ça peut être un bout d'aluminium ou en position de repos, il tombe. Et donc c'est un petit pendule, si vous voulez. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis si vous le chargez, si vous venez le charger, en fait, les charges vont se répartir partout. Et deux charges qu'on appelle aujourd'hui du même signe, mais deux charges de même nature, deux charges vitreuses, se repoussent. Et donc vous allez avoir une petite répulsion comme ça. Votre pendule, il va s'écarter, la verticale. Et puis après, si vous le touchez, les charges, parce que votre corps est conducteur, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec l'électricité, sinon ce ne serait pas un problème, les charges se répartissent partout, voilà, et donc il n'y a plus de charge ici, et ça ne se repousse plus, et le truc redevient, le pendule redevient à sa position. Donc on peut faire ce genre de petites expériences, et on s'aperçoit que donc ça marche quand on frotte un bâton de verre, ça marche quand on frotte un bâton de résine, des bonnies, tout, je sais pas. Mais si vous frottez un bâton de verre, par exemple, donc voilà, vous déposez les charges vitreuses là-dessus, et donc voilà, c'est en position comme ça. Et puis vous continuez, vous frottez encore le même bâton de verre, et vous en remettez, vous l'approchez encore plus, vous en rajoutez, et en fait, ça va encore repousser de plus en plus, quoi. Donc voilà, c'est. Par contre, si vous frottez maintenant votre bâton de résine et que vous l'approchez, c'est le contraire en fait. Ça va comme décharger ici.
En fait, c'est que vous avez des charges d'une nature opposée qui vont attirer les charges que vous avez déposées, donc elles vont revenir là pour être au plus près du nouveau bâton que vous approchez, et du coup il y en aura moins là, elles vont moins se repousser. Et donc vous pouvez voir comme ça qu'il y a deux natures différentes en fait, il y a deux types de charges différentes. Celles qui correspondent à un bâton de résine et celles qui correspondent à un bâton de verre frotté. Oui. Ça correspond à quelle période? Alors, c'est 1785, je crois, la grande expérience dont je vais vous parler. Qui peut regarder vite fait? Je crois que c'est ça. Comme vous êtes historien des sciences et philosophe, je ne veux pas vous dire donner des fausses... alors... ah mince, il m'a ouvert le dictionnaire, mais c'est pas ça que je veux. Voilà. Charles-Augustin Coulomb. Biographie. Je crois que c'est 1785 l'expérience clé. Enfin, peu importe, c'est ces eaux-là, de toute façon, mais bon, bref. Bon, je ne trouve pas immédiatement. Vous regarderez. Mais enfin, c'est genre ça. Enfin, c'est cette période-là, en tout cas. La loi de Coulomb, c'est écrit Loi de Coulomb, oui. qui est énoncée en 1785. Ah, ben c'est ça, voilà. Donc la loi de Coulomb, c'est 1785. C'est bien ça, merci. Je vais vous la donner, la loi de Coulomb, parce qu'elle est extraordinaire. Ok, donc il identifie qu'il y a deux types d'électricité, voilà. Et il est capable, en travaillant proprement, avec une très, très belle expérience avec des pendules de torsion, il est capable de déterminer la force d'attraction et de répulsion qui s'exerce entre des objets porteurs de charge électrique. Typiquement, vous avez un petit objet, alors, je sais pas, une petite bille d'aluminium, on peut faire l'expérience. Vous mettez vous la chargez en frottant un bâton de verre, par exemple, donc vous lui mettez des charges vitreuses dessus. Je fais un dispositif simplifié qui n'est pas celui qu'il a utilisé. Il a utilisé des pendules de torsion qui étaient très, très subtiles et qui permettent d'être précis. Et vous chargez aussi celui-là. Et puis, vous voyez qu'il s'attire. Qui se repousse. Si vous le chargez avec la même... donc, ils vont se repousser comme ça. Et vous voudriez mesurer la force de répulsion, quoi. Parce que je veux dire, on fait de la physique... manifestement, c'est quantitatif. Plus vous mettez de charge, plus ça se repousse. Donc, il y a un effet, il y a de la quantité derrière, comme avec toutes les lois physiques. Ça, c'est, encore une fois, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans notre réalité physique. Et par contre, si au contraire, là, vous mettez une intensité résineuse, vous allez voir qu'au contraire, il s'attire au lieu de se repousser. Enfin, si ce n'est pas la même... Et vous pouvez regarder, donc, en fonction de la quantité de charge que vous mettez, alors il faut pouvoir l'estimer, mais si vous mettez en contact, si vous faites 2 fois la même opération, vous pouvez dire que vous allez avoir 2 fois plus de charge. Enfin, tout ça, à la fin, il faut que ce soit cohérent. Et puis, vous regardez donc la force d'attraction ou de répulsion, suivant les électricités mentionnées, et, en fonction de la quantité de charge estimée, et en fonction de la distance aussi. Si vous les mettez proches, on a l'impression que ça s'attire plus que s'ils sont très loin, évidemment. Quand je frotte mon bâton, je vais attirer les petits bouts de papier juste là, mais je ne vais pas attirer les bouts de papier à l'autre bout de l'univers. Donc c'est sûr que ça va dépendre de la distance d'une façon ou d'une autre. Il fait ces mesures très précises, enfin aussi précises qu'il le peut, et il trouve la loi suivante. La force d'attraction de 2 types de charges différents est proportionnelle à la charge
donc entre deux corps 1 et 2, la force est proportionnelle à leur charge et, tenez-vous bien, inversement proportionnelle au carré de leur distance. Comme la loi de gravitation. La loi de la gravitation universelle, c'est que la force est proportionnelle. Alors, il y a une constante qui dépend du choix des unités. La valeur numérique, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas, elle est ce qu'elle est, mais si vous changez les unités, elle va changer de valeur, évidemment. Hein. Si un truc fait 2 mètres, ça fait 20 cm. Donc, OK. Pardon, ça fait 200 cm. La loi de la gravitation, c'est ça. La force est proportionnelle au produit des masses et inversement proportionnelle au carré de la distance entre les deux. La force de Coulomb, donc force électrique, est proportionnelle au produit des charges et inversement proportionnelle au carré de la distance. C'est la même loi. Ouais. Et je crois qu'il y a le rapport des forces est considérable. Alors, oui, pour une charge élémentaire, pour un électron, le rapport est considérable, effectivement. 10 puissance 40, je crois. Ouais. Vous disiez combien? Ouais, je crois. On va vérifier ça, mais oui. Qu'est-ce que j'ai... Oui, il y a une différence essentielle. Donc, c'est déjà remarquable. Mais quelque part, c'est très intuitif. C'est évidemment que la force gravitationnelle exercée par une masse, enfin, je dis évidemment, je fais appel à une fausse évidence, mais évidemment que, puisque la force gravitationnelle, c'est qu'une masse attire une masse, évidemment que si vous mettez 2 masses, ou 2 fois la masse, ça attire 2 fois plus. Je dis évidemment. En tout cas, c'est en ce sens-là, d'ailleurs, je dis évidemment parce que c'est vraiment constitutif de l'idée de masse dont on a vu qu'elle était liée à la force de gravitation dès le début, c'est-à-dire enfin, à la pesanteur en tout cas. On ne sait pas encore que c'est la force de gravitation, la même qui fait tourner les planètes, etc., enfin, qui empêche les planètes de s'éloigner, etc. Si je mets un corps là, pour l'équilibrer, il faut que je mette la même masse ici. Si je mets un deuxième corps là, de même masse que le précédent, il faut que j'en remette un deuxième là, parce que effectivement, si j'en mets 2, la force, elle est 2 fois plus grande. C'est bien l'idée, c'est pour ça que je suis obligé d'en mettre un deuxième là. Donc, l'idée que la force de gravitation est proportionnelle à la masse qu'on a, c'est-à-dire la force de pesanteur, notre poids, est proportionnelle à notre masse, c'est évident, si je me mets debout là, et si quelqu'un d'autre, une deuxième personne vient là, il faudra mettre 2 fois plus là, c'est le principe. Donc, la force de gravitation, qu'elle soit proportionnelle à la masse, c'est assez évident. Ça fait partie de la même intuition. Mais ça, c'est la force qu'on subit. Si on est 2 fois plus lourd, on subit une force 2 fois plus grande. Mais dès lors qu'on identifie qu'en fait, c'est une attraction gravitationnelle et que si un corps attire un autre, bah, l'autre attire le premier, parce que c'est quoi la différence? Enfin, c'est juste 2 corps. Pourquoi celui-là, ce serait lui qui attire et lui qui subit? Non. Donc, un corps subit la force de gravitation, mais il la provoque aussi. En fait, c'est une interaction. Les corps, en raison de leur masse, s'attirent l'un l'autre. Et donc, que la force de gravitation soit proportionnelle à la masse du premier corps et à la masse du deuxième corps, ça paraît à peu près une évidence. C'est-à-dire, si on se disait rien, si on dit qu'est-ce que ça peut être la forme de la force de gravitation, on a envie de poser ça. Ce qui est moins clair, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de cette fameuse loi d'inversement proportionnel au carré de la distance. Ce qui est moins clair, c'est ça. Alors c'est pareil, ça nous est très intuitif que plus on est loin, moins on attire. C'est-à-dire que la force elle finit par s'épuiser, ou enfin en tout cas elle perd de l'intensité. On n'attire pas quelque chose qui est à l'autre bout de l'univers comme quelque chose qui est tout près. Bon. Ça aussi, ça paraît évident. La question c'est à quelle vitesse ça décroît quand on s'éloigne. La force pourrait être 2 fois moins grande si on est 2 fois plus loin. En fait, non.
c'est proportionnel au carré de la distance. C'est là-dedans qu'est contenu vraiment c'est là que se trouve la spécificité de cette force de gravitation. C'est qu'elle décroît comme le carré de la distance. Si vous êtes 2 fois plus loin, la force est 4 fois plus petite. 3 fois plus loin, 9 fois plus petite, etc. Eh bien, cette même loi se retrouve dans la force électrique entre deux corps porteurs d'une charge. Cette force est proportionnelle aux charges. Oui, bah pareil, pour les mêmes raisons. Disons, c'est pas choquant, c'est même très naturel. Et en fait, c'est presque une définition de la charge, de même que cette proportionnalité des masses, c'est une définition de la masse. C'est comme ça qu'on la mesure, c'est comme ça qu'elle intervient dans le processus d'identification de cet élément de la réalité physique. Donc la force est proportionnelle aux charges et elle décroît avec la distance. Ça, encore une fois, on s'en rend compte très vite. On attire des choses près, on attire moins les choses loin. Et elle décroît exactement comme la force de gravitation. Remarquable. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Coulomb. Mais il y a une différence majeure, c'est que toutes les masses ici sont positives. Et donc, en fait, dans cette force-là, il y a un moins. Faudrait que je précise. Voilà. La force que le corps 1 exerce sur le corps 2 est donc 1, 2. Si je représente un vecteur unitaire ici qui va du corps 1 au corps 2, la force que le corps 1 exerce sur le corps 2 est dirigée dans la direction opposée de cette force. C'est bien attractif. Dans le cas de la force de Coulomb, eh bien justement, il y a 2 types d'électricité différentes. Si vous êtes du même type, vous vous repoussez. Si vous êtes du type opposé, vous vous attirez. Et ça, c'est parfaitement, mathématiquement, c'est sublime. C'est exactement ce qui donne son sens à la notion de charge positive et négative. C'est écrit ici que, vous voyez cette forme-là, vous voyez que si vous avez 2 nombres positifs, c'est positif, ça se repousse. Si vous avez 2 nombres négatifs, moins fois moins, ça fait plus, ça se repousse aussi. Et si vous avez des signes opposés, moins fois plus, ça fait moins, ça s'attire, comme pour la gravitation. Donc, cette forme mathématique rend compte, avec ce produit-là de charge auquel on attribue un signe mathématique, plus 2, moins 2, reproduit parfaitement le comportement de répulsion ou d'attraction suivant le type d'électricité. Et vous notez au passage que peu importe lequel vous décidez d'appeler plus ou moins, parce que 2 moins, ça se repousse, 2 plus, ça se repousse, et 1 plus et 1 moins, ça s'attire, peu importe lequel est le plus, lequel est le moins. Donc ça, c'est complètement arbitraire. C'est une convention. On a décidé d'appeler moins l'électricité. Alors, à chaque fois, j'oublie, c'est la vitreuse qui correspond à un excès d'électrons. En tout cas, on a décidé d'appeler moins ce qui correspond à ce qu'on a identifié maintenant comme étant des électrons, et plus l'autre. Bon, mais ça aurait pu être l'inverse, ça ne changerait strictement rien. Comme vous le voyez, ça ne change rien à la loi. Peu importe. Puisque c'est le produit des deux qui intervient. Et le cas, alors le cas, donc c'est une constante fondamentale, au même titre que G. Alors en fait, on l'exprime comme étant 1 sur 4pi epsilon 0 pour des raisons historiques, et ce epsilon 0, c'est ce qu'on appelle la permittivité du vide. Et sa valeur numérique dépend du choix d'unité de Coulomb. C'est-à-dire, je pourrais très bien choisir une unité de charge telle que K égale 1. Dans les unités qui vont bien. Ce que vous voyez, c'est qu'ici, vous avez une force. Donc, une force, c'est
ça, c'est purement mécanique, ça s'exprime avec nos 3 unités. Donc, c'est des kilogrammes, la force, c'est la masse fois l'accélération. Donc, c'est des kilogrammes fois des mètres par seconde au carré. Très bien. Vous avez ici, alors on commence à plus voir grand-chose. Vous avez ici des mètres carrés en bas, là. Vous avez ici des coulombs au carré en haut. Donc, ça, c'est des... Donc le membre de gauche, c'est des kilogrammes mètres par seconde carré. Le membre de droite, c'est des coulombs carrés par mètre carré. Pardon, je mets moins, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça. Allez, on va dire par seconde carré, je vais dire par mètre carré. Voilà. Fois l'unité de ce truc-là. Fois l'unité de K, je peux noter comme ça. Et donc l'unité de K, c'est des kilogrammes mètres cubes par seconde carré par coulomb carré. OK. Mais vous voyez que c'est juste des combinaisons de ces unités. OK. Et donc, si je change l'unité de... donc K vaut quelque chose, un certain nombre dans ces unités-là. Si je choisis d'appeler un coulomb, un nouveau coulomb, 10 coulombs anciens, évidemment, K va valoir 100 fois moins sa valeur numérique. Mais donc, je peux ajuster l'unité de charge comme je veux pour que K vale 1 si je le souhaite. Je fais ce que je veux. Donc, sa valeur numérique n'a de sens que relativement à un choix d'unité. Je ne dis pas qu'elle est arbitraire, sa valeur, mais le choix d'unité est arbitraire, donc la valeur qui correspond à ce choix d'unité est liée à ce choix, donc elle est arbitraire aussi. En tout cas, voilà, donc voilà la force de Coulomb, et il apparaît dans cette force ce produit des charges, et il se trouve qu'il y a des charges de 2 types, plus ou moins. Donc, qu'est-ce qu'une charge électrique? C'est un attribut de la matière, c'est un attribut que certains éléments matériels du monde possèdent, certains positifs, certains négatifs, et d'autres pas du tout. Alors, dans la compréhension actuelle qu'on a des constituants fondamentaux de la matière, enfin de l'univers, vous savez qu'on a un certain nombre de particules élémentaires, très peu en réalité. On a des électrons, des muons, ça vous parle ça? Non, peut-être pas. Hein. Des taux, oh, on fera ça une autre fois. Mais on a aussi des anti-électrons, des anti-muons, des anti-taux. Pourquoi je mets -1? C'est moins tout court, pardon. L'électron est négatif, a une charge négative, par convention. Je pourrais décider qu'il est positif. Ce qui est le point clé, c'est que son antiparticule, le positon, a la charge opposée. Bon, enfin, voilà, c'est comme ça. Donc, par contre, le neutron, par définition, est neutre. Neutre, ça veut dire pas de charge électrique, ni plus ni moins. Donc, il ne subit pas la force électrique. Donc ça, c'est la force électrique qui s'exerce entre un proton et une charge positive. Le proton n'est pas une particule élémentaire, le neutron non plus. Voilà. Alors, oui, ouais, ok. Non, parce que le proton, il a la même charge que l'antiélectron, mais l'un est une charge élémentaire et l'autre. Non, le proton a une charge élémentaire, l'antiélectron a une charge élémentaire qui est exactement l'opposé de la charge de l'électron. Le proton a donc la charge opposée aussi, enfin c'est la charge élémentaire, oui, avec le signe plus, mais c'est la charge élémentaire. Oui. C'est différent de l'antiélectron. Non, non, la même. L'antiélectron a aussi la charge positive. Ils ont la même charge, mais ce pas les mêmes particules. Voilà, ils sont porteurs de la même charge, ils ont le même attribut charge, comme ils pourraient avoir la même masse, ils n'ont pas la même masse, mais ils pourraient avoir la même masse par hasard. En fait, ils ont la même charge, voilà. Et ce qu'on a... Ouais. Ce qu'on a découvert, c'était qu'en fait, il y avait une charge élémentaire et que les seules charges possibles dans l'univers sont des multiples entiers de cette charge. Mais j'y reviens après. Ouais. Une question concernant la permittivité du feu. Oui. Non, mais c'est une
bonne question. Si vous voulez, prenez-le, on peut l'aborder de différentes façons, mais prenez-le comme, à 4 pi près, c'est l'inverse c'est la constante qui détermine la force entre deux charges. De même que la constante de gravitation, c'est la constante qui détermine la force d'attraction entre deux masses. Parce qu'une fois que vous avez dit les masses s'attirent proportionnellement à leur masse individuelle, enfin à la masse de chacune, donc au produit des deux, et inversement proportionnellement au carré de leur distance, une fois que vous avez dit ça, vous n'avez pas encore dit quelle était l'intensité de la force. Vous savez qu'elle est multipliée par 2 si vous avez une masse 2 fois plus grande, elle est divisée par 4 si vous vous éloignez d'un facteur 2, mais elle vaut combien? Et donc, il y a un moment, il faut dire, il y a quelque chose qui va fixer quelle est son intensité. Et c'est cette constante, ça vaut ce que ça vaut. Alors, encore une fois, la valeur numérique dans un système d'unités données dépend du système d'unités, mais dans l'absolu, elle vaut quelque chose. C'est-à-dire, si je mets 1 kg là, 1 kg là, et que je les éloigne d'1 mètre, la force de gravitation entre une masse d'1 kg et une autre masse d'1 kg qui sont éloignées d'1 mètre est égale à, et ça vaut à peu près 6,6, 10 moins 11, du coup ça va être des newtons, c'est-à-dire des kilogrammes mètres par seconde carré. Donc dans les unités habituelles où on relie tout à des kilos, des masses, des mètres et des secondes, si vous avez 1 kg là, distant d'1 mètre, il s'attire avec une force qui vaut combien? 10 puissance moins 11 newtons. Et un newton, c'est la... Enfin, oui, un newton, c'est... Un newton, c'est la force de pesanteur sur un corps de 100 grammes. Voilà. Eh bien, la force qu'exerce 1 kg sur un autre kilo à 1 mètre de distance est 600 milliardième de la force de pesanteur. Donc, 600 milliardième, donc 1 divisé par 100 milliards, de la force de pesanteur sur un corps de 100 grammes. Voilà. Parce que en fait, parce que cette force agit dans le vide, comme la force de gravitation, et en fait, on a découvert que la lumière, je n'ai pas perdu de vue où on veut aller, est une onde électromagnétique, on va y venir, qui se propage dans le vide à la vitesse qu'on appelle de la lumière, qui se trouve être un invariant en relativité, mais peu importe, à une certaine vitesse. Donc, il y a une certaine vitesse dans le vide. Dans un milieu, dans le verre, dans l'eau, même dans l'air, mais l'air c'est quasiment vide, la vitesse de la lumière est plus faible que dans le vide. Et il y a en fait, on peut le modéliser par une modification de ce paramètre-là dans les équations de Maxwell qui décrivent le champ électromagnétique. Donc, dans le vide, les équations de Maxwell s'écrivent d'une certaine façon. Dans un milieu matériel, la présence de la matière qui peut se polariser en fonction de la présence d'un champ électrique et magnétique fait que ça modifie la propagation des ondes, par exemple, et en l'occurrence, ça se propage moins vite. Et donc, ça, c'est le paramètre qui caractérise le vide. Voilà. Quand il y a de la matière, il y a une interaction entre le champ électromagnétique et la matière elle-même qui fait que ça modifie, enfin il y a une espèce de rétroaction de la matière sur la propagation de la lumière. Donc les lois peuvent... C'est la même loi fondamentale, mais quand on l'écrit telle qu'elle se manifeste dans la matière, ça modifie des paramètres. Et voilà. Donc là, on l'appelle permittivité du vide. Bon. C'était ça que c'est l'origine du nom. Ouais, bon. Mais c'est historique, voilà. Et c'est pareil, ce 4pi, pourquoi ce 4pi? Et pourquoi là c'est 1 sur epsilon 0, et puis là, on l'a mis, là on met, en quelque sorte, on met la constante en dénominateur, là on l'a mis au numérateur, oui. Bon, c'est un détail. Parce que conceptuellement, moi qui ai du mal par exemple avec
Ouais. C'est ça. Non mais donc conceptuellement, donc c'est la même idée. La force, elle est proportionnelle aux charges. C'est 3 fois plus de charge, c'est 3 fois plus de force. Et elle est inversement proportionnelle au carré de la distance. Ça, c'est ce que c'est. Mais une fois que vous avez dit ça, vous avez décrit comment ça varie en fonction de la charge et en fonction de la distance. Il vous reste à dire, OK, mais c'est combien la valeur? De combien ça s'attire? Et c'est ce facteur-là qui dit c'est temps. Et ça, c'est le monde qui nous a donné ça. C'est comme ça. La force de gravitation, c'est temps. La force électrique, électrostatique, c'est temps. Pourquoi? On ne sait pas. C'est des constantes fondamentales. On ne sait pas faire autre chose que de le constater. Peut-être un jour, on saura calculer la force à partir de quelque chose de plus fondamental qu'on n'a pas du tout identifié. Actuellement, c'est le niveau le plus profond de notre description du monde. Donc, on constate que ça vaut tant. OK. De même que, c'est quoi la masse d'un électron? C'est tant. Pourquoi? Pour autant qu'on sache, ça pourrait être autre chose. Mais c'est tant. OK. Eh ben, on y va. Mais on rêverait tous d'un jour de pouvoir avoir une description plus fondamentale du monde où on pourrait calculer, et donc la masse de l'électron, c'est tant. Ce serait extraordinaire. Extraordinaire. Mais on ne peut pas. Pour l'instant, on ne peut pas. Et donc, oui. Vous avez parlé de muons et de taux, je crois. Ouais. Ce sont des particules qui sont de dimension inférieure c'est des particules exactement du même type que l'électron. Simplement, ils sont plus massifs. Et donc, elles sont instables. C'est-à-dire que spontanément, quand vous avez un muon, il va se désintégrer en électrons en émettant un neutrino muonique et un antineutrino électronique. Mais en tout cas, voilà. C'est des particules élémentaires au même titre, exactement au même titre, qui se décrivent par les mêmes types de champs. C'est exactement pareil, c'est juste pas la même masse. Donc, pas le même couplage avec le champ de Higgs, etc. Si vous avez entendu parler de ça, on pourrait y revenir. Oui. J'ai peut-être une question un peu de ce vers quoi on va. Non, ça va. Mais donc il y a eu, dans l'histoire, il y a eu une mathématisation de la physique. Là, on voit qu'il n'y a que des lois quantitatives. Si on retire cette volonté de mesure et tout ce qui est quantité, qu'est-ce qui reste de la physique? Est-ce qu'il reste quelque chose ou est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on passe Alors, vous avez dit, on s'intéresse aux lois quantitatives, ou je ne sais plus comment vous avez dit, aujourd'hui dans la physique, on se focalise, vous avez dit, je ne sais pas, sur les... Il y a une mathématisation Ouais. dans l'histoire, Ouais. et puis là, actuellement, on voit que finalement, tout ce que vous nous expliquez, il y a tout. Ouais. Oui, il y a toujours une notion... Voilà. Alors, ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'on n'a pas cherché à mettre des nombres dans le monde. Ils y sont. C'est-à-dire, c'est vrai que quand c'est un fait du monde que si je rapproche le plateau ici à la moitié de la longueur, c'est vrai que je dois mettre 2 fois plus de masse ici. Donc, c'est pas qu'on a une lecture très biaisée du monde où on essaye de mettre des nombres partout. Ils y sont. Je vous rappelle que Pythagore, l'école pythagoricienne, tout est nombre. Quand ils ont dit tout est nombre, c'est pas, ils se sont dit, oh les nombres c'est cool, on va tout décrire en tant que nombre. C'est avec stupéfaction qu'ils ont découvert les nombres dans les lois de la musique, dans les rapports musicaux, que si vous avez une corde tendue, vous la faites vibrer, ding, et que si vous la pincez là au milieu, ou vous mettez la même tension, comme un fret sur une guitare, ou vous mettez une courbe, une longueur 2 fois plus petite, ça vous fait l'octave. Et l'octave, on ne savait pas que l'octave, on ne savait pas que ça, c'était x2, maintenant on sait que c'est x2 en fréquence, et que ça correspond à diviser par 2
pour la longueur, ou si vous préférez, vous tendez votre corde, donc vous la fixez ici, vous mettez une poulie là et vous mettez une masse ici, voilà. Elle est tendue votre corde. Vous faites tout, ça fait pa. Et puis vous mettez 2 fois la masse là et ça fait pa. Ça vous fait l'octave. C'est juste un fait. Les nombres sont là. Si vous avez une flûte de Pan, comme ça, et vous mettez un tuyau 2 fois plus grand ou 2 fois plus petit, ça vous joue l'octave du dessus et ça vous joue l'octave d'en dessous. Et la quinte, c'est x3. Si vous prenez un tiers, ça vous fait la quinte. Si vous prenez un quart, ça vous fait l'octave du dessus. Si vous prenez, etc., vous avez des rapports, la tierce, ces rapports sont là. Et donc, les nombres sont dans la réalité physique. Effectivement, toutes ces lois, Coulomb n'a pas essayé Coulomb ou Newton constate que la force décroît avec la distance. Ça, c'est qualitatif à ce stade. Plus on va loin, moins la force est grande. Mais à partir du moment où vous réalisez qu'en fait, c'est pas juste plus je suis loin, moins il y en a, c'est si je vais à 2 fois plus loin, la force est 4 fois moins grande. Qu'est-ce qu'on y peut? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, mais peut-être j'ai pas bien compris votre question. C'était pour savoir s'il existait Ouais. autre chose que ça. Est-ce que finalement, Alors, on en est venu à tout mathématiser parce que finalement, il n'y a plus rien en dehors de ça. Aujourd'hui, on fait des enfin, en dehors de la mesure. ce qu'il y a en dehors de ces quantités, c'est quantitatif, c'est-à-dire, le qualitatif, c'est-à-dire, il y a des électrons, c'est-à-dire, ou disons, il y a la force électrostatique. Le fait qu'elle existe, ça, c'est pas quantitatif. Maintenant, elle existe et on constate effectivement qu'elle est quantitative par essence. C'est-à-dire que ça a un sens de dire qu'une force est 2 fois plus grande qu'une autre. Ouais, c'est ça. C'est qu'elle va impliquer une accélération 2 fois plus grande, par la loi de Newton. Et une accélération 2 fois plus grande, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un même intervalle de temps, on augmente 2 fois plus la vitesse. Et c'est quoi une vitesse? C'est la longueur qu'on parcourt pendant un temps, mais numériquement. Vous voyez, effectivement, je comprends que il y a quelque chose de troublant. C'est pour ça que j'ai insisté. Il n'y a pas juste l'espace, le temps, la matière. Il y a des lois, et ces lois sont quantitatives. C'est quelque chose de tout à fait incroyable. Cette notion de quantité, elle est mystérieuse à un point qui est invraisemblable. Je vous avais parlé la dernière fois des nombres entiers naturels. Mais les nombres, comme on dit, Dieu a donné les nombres entiers et le reste est l'œuvre de l'homme. Ces nombres naturels, encore une fois, quand on compte, on est obligé d'abstraire. Quand je compte les crêches, j'abstrais tout ce qui les distingue pour regarder ce qui leur est commun. Mais si vraiment... Comment peut-il y avoir autre chose que le nombre 1 dans ce cas-là? Parce que si vous retirez tout ce qui distingue 2 choses, du coup, c'est la même. Et à ce moment-là, il n'y en a pas 2, il n'y en a qu'une. C'est-à-dire, juste de pouvoir concevoir une entité et une autre entité qui est la même entité, mais qui est distincte, cette distinction fondamentale, en fait, tout démarre là. Si on va vraiment au fond, on est capable de distinguer ceci de cela, mais toute appréhension de quoi que ce soit, c'est vraiment ce principe d'altérité fondamentale on ne peut... Même dans le processus d'auto-perception, on ne peut se percevoir qu'en se distinguant de soi-même dans le processus de la perception même. C'est-à-dire, je me perçois comme perçu, et donc celui qui perçoit n'est pas exactement celui qui est perçu, ou je me perçois en tant que perçu, tout en sachant que c'est moi qui me perçois. Enfin, vraiment dans ce mystère fondamental de la conscience, évidemment, ce n'est pas du tout mon domaine et je ne veux pas... Mais vous voyez qu'il y a quelque chose là qui... C'est-à-dire la multiplicité
elle est inévitable, elle est contenue aussi dans l'unité. En fait, c'est un espèce de déploiement de l'unité. Je ne sais pas comment dire. Enfin, tout de suite, je vais dire des choses qui dépassent complètement mon niveau, mais ce que je vais dire vraiment, c'est que la quantité, c'est un élément fondamental du monde, au même titre que l'espace et le temps, peut-être même plus profondément encore. Il me semble que, vous qui êtes philosophe, je crois que Kant identifie dans les catégories a priori de la perception, etc., il identifie bien sûr le temps, l'espace. Je pense que la quantité est aussi une de ces catégories profondes qui... Je crois qu'il a très bien perçu ça aussi. L'aspect quantitatif du monde est une surprise. C'est-à-dire, ces nombres nous sont naturels, les fameux entiers naturels, l'idée de comptage est naturelle, mais un animal a cette notion-là. Hein. Si vous avez un écureuil, vous lui mettez 5 noisettes, vous mettez un truc dessus, vous le retirez, il n'y en a plus que 3, il va comprendre qu'il y a un truc bizarre. Hein. Il y a des expériences qui sont faites, hein, comme ça, on sait que certains animaux savent compter en quelque sorte, qu'on comprenne cette notion de quantité. Évidemment, je dirais, enfin, c'est presque ridicule qu'on ait besoin de le démontrer. Enfin, ça paraît... Évidemment qu'on a tous une notion de quantité. Mais votre question est importante parce que c'est vrai qu'on a l'impression... surtout quand on est un peu étranger aux mathématiques ou à la physique, on a l'impression que ces physiciens, ils mettent des nombres partout, enfin, voilà, tout ça est quantitatif, mais on n'a pas fait exprès. C'est-à-dire, Pythagore n'a pas fait exprès de voir des rapports numériques dans la musique. Ils y sont. Et une fois qu'on les voit, on se dit, OK, mais ça ne peut pas être par hasard. C'est-à-dire, comme je disais l'autre fois, si je lâche un corps de 5 mètres, il met 1 seconde à tomber. Je le lâche de 20 mètres, il met 2 secondes, dans le vide. Donc si je le lâche de 4 fois plus haut, il met 2 fois plus de temps. C'est un fait, je n'y peux rien. Alors, votre question, c'est est-ce qu'il y a autre chose? Mais ce serait quoi, en fait? Parce que, soit... Alors, je n'ai pas dit que c'était le dernier mot, hein, bien sûr. Je dis que je ne sais pas, nous ne savons pas, à ma connaissance, aller au-delà d'une description du monde dans laquelle les nombres sont pertinents. Mais de même, enfin, la notion de quantité, au sens où liée à une procédure physique, encore une fois, hein, de mesure. De la même façon, je ne sais pas penser le monde en dehors de la notion d'espace, en dehors de la notion de temps. Hein. Donc, il n'y a pas... si les nombres vous gênent, l'espace doit vous gêner autant. Et il me gêne aussi. Hein, c'est important de réaliser, effectivement, où est le socle de notre pensée, de notre... vraiment, de notre rapport au monde le plus profond. Là, les lois, important, les régularités qu'on constate, et c'est ça qui fait qu'on arrive à, effectivement, par exemple, à isoler des objets en eux-mêmes, c'est parce qu'il y a quelque chose qui les concerne et qui est permanence, donc une forme de permanence, de régularité, et quantitative. Ça fait partie du monde, c'est très... Enfin, c'est à méditer, mais j'ai évidemment pas de réponse. C'est très profond. C'est tout ce que je peux dire. On constate des rapports numériques. Ouais, c'est très trop. En complément de ça, il y a une ontologie, une organisation du monde qui peut être décrite avec les mesures, mais éventuellement sans les mesures. On a des composants de ce monde qui sont en relation les uns avec les autres, hein, et qui se structurent et s'organisent. Oui, alors on peut parler du monde autrement qu'à travers des réalités numériques. Oui, non, ça je suis d'accord, bien sûr. Je ne sais pas, si je prononce le mot arbre, il n'y a pas de notion, enfin, sauf qu'il y a forcément le un arbre, si je dis arbre comme ça, mais
oui, il n'y a pas d'aspect quantitatif lié à ça. Donc oui, alors d'accord, enfin, de ce point de vue-là, effectivement, oui, on pourrait dire que la physique oui, se focalise un peu sur les aspects qui sont mesurables et quantifiables. De ce point de vue-là, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi? Alors, je pense que d'abord, c'est précisément ce que fait la physique, d'essayer de découvrir les régularités du monde. Et il se trouve que celles-ci sont quantitatives, donc ok, mais dans le but premier ou ultime, de comprendre ce que c'est que ce monde. Voilà. Et donc, c'est un peu l'idée de se dire, je constate des choses dans le monde, ces choses ont l'air de ne pas être au hasard, donc elles sont porteuses d'informations sur le monde, sur la nature des choses. Essayons de voir qu'est-ce qu'on peut en comprendre. Et on comprend beaucoup de choses de la manière dont tous ces éléments qu'on constate s'articulent. Mais c'est que certains éléments, évidemment, de notre vie mentale, spirituelle, affective, etc. Donc, évidemment, c'est pas du tout la totalité du monde. Mais on essaye d'y englober l'ensemble de l'expérience commune qu'on a du monde. C'est-à-dire, la question, c'est qu'est-ce que le monde? C'est vraiment ça, la question. Et donc, on voit, on essaye de voir comment il se présente. Ce n'est que certains aspects de la manière dont il se présente, c'est vrai. Mais ces aspects sont là. Mais je ne connais aucun physicien qui ne soit que physicien et qui ne s'intéresse qu'à ces choses-là. Donc c'est juste, c'est un élément. Enfin, je disais la semaine dernière, la physique c'est de la philosophie et même en réalité c'est de la métaphysique. C'est-à-dire c'est vraiment une question sur une interrogation sur la nature du monde, sur ce que c'est qu'être, ce que c'est. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce que c'est, enfin, qu'est-ce que ça veut dire être, etc. Enfin, voilà. Et c'est une approche, c'est même pas, enfin, voilà, c'est pas ce que je voulais dire en fait tout à l'heure, c'est que c'est pas un choix d'approche, c'est une approche obligatoire. Nécessairement, une fois que vous constatez que vous passez à l'octave quand vous réduisez la longueur de la corde par 2, c'est fini. Une fois que l'humanité a constaté ça, de toute façon, elle va y aller. Alors, tout le monde ne peut pas tout faire, donc il y en a qui s'intéressent plus à ça et d'autres qui font autre chose. Mais si on regarde l'humanité, la pensée, n'importe quelle conscience qui découvre ça, c'est parti. Et vous tirez le fil et vous voyez qu'il y a des nombres partout, effectivement. Et que tout ça se met en place et que vous arrivez en fait à décrire avec très très peu de choses fondamentales, vous arrivez à rendre compte tout un tas de phénomènes que vous observez, sur lesquels on peut se mettre d'accord. Et donc c'est juste intéressant en tant que fait signifiant. Il y a des faits pas signifiants, mais encore une fois, c'est pas par hasard. Voilà. Bon, mais la physique n'est pas la seule voie de connaissance, ça on est d'accord. Oui. Il y a une chose qui est fascinante, c'est que Pythagore, vous voyez Pythagore de la musique, en fait, il a vu certains phénomènes et analysé certains phénomènes, et donc donné quelques mécanismes lois. Il n'avait aucun moyen, aucun outil pour mesurer, et il a quand même réussi à identifier ces phénomènes et ces mécanismes. Et c'est actuellement reconnu, donc c'est actuellement vu dans le domaine de l'accordage, par exemple. C'est fascinant, ça fascine les grands experts d'accordage. Ah oui, oui. Oui. Bon, la longueur moitié, ils pouvaient le voir sur une flûte de Pan aussi. Mais effectivement, il y a plus de choses qui entrent en compte parce qu'il y a la tension, il y a la nature de la corde. C'est pas exactement proportionnel. Si on regarde effectivement la physique précise, vous dites la technique de l'accordage, si on va vraiment dans le fond, oui, c'est pas tout à fait exact. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que on arrive à repérer des lois fondamentales sur des manifestations physiques qui, elles, sont entachées de tout un tas de phénomènes parasites qui font que la loi fondamentale,
il faut la voir alors qu'elle ne se manifeste pas tout à fait. Il faut comprendre qu'en fait, elle est derrière. C'est comme la fameuse la loi de la chute des corps, tous les corps tombent de la même façon. Ouais, enfin, si vous faites l'expérience quand même, vous mettez une balle de ping-pong et une bille en plomb de même volume, la balle de ping-pong, elle va arriver après, parce qu'il y a la résistance de l'air, etc. Et pourtant, la loi fondamentale derrière, c'est que tous les corps tombent de la même façon. De fait, si vous faites le vide, alors là, ça va être exact. Et encore, ça va être exact, mais en fait, vous êtes à la surface de la Terre, le champ gravitationnel, il n'est pas exactement parfait. Si vous avez une mine de plomb par là, pas loin sous terre, en fait, la balle va être attirée un peu plus que celle-là parce que le champ gravitationnel n'est pas tout à fait uniforme non plus. Donc, effectivement, il y a toujours une modélisation derrière qui idéalise, qui essaye de trouver l'essence des choses, étant entendu qu'après, en pratique, il y a tout un tas de phénomènes dont vous ne pouvez pas tenir compte parce qu'il y en a trop, enfin, il y a trop d'influence, et donc on est obligé de simplifier. Mais c'est quand même c'est assez fascinant qu'on arrive malgré tout à remonter à une structure du monde en élaguant tous les problèmes parasites, et que plus on élague les problèmes parasites, plus on trouve des choses simples qui se tiennent et qui ont effectivement l'air fondamentales, parce que quand vous voyez une loi comme ça ou comme ça, ok, proportionnel au carré de la distance, c'est pas 2,027,612. Ça pourrait. Si vous voyez ça, vous diriez, j'ai dû rater un truc. Enfin, comment... Malgré tout, ça parle que c'est avec le carré. Même si en pratique, ça ne l'est pas, mais ça ne l'est pas parce que vous savez pourquoi. Parce qu'il y a cette table-là qui fait un peu plus de machin, etc. Quand même, on sent qu'il y a une structure. En fait, c'est ça. Au fond, on découvre des régularités, donc des lois, on découvre qu'elles sont quantitatives, et tout ça, ce n'est qu'une seule chose, c'est qu'on découvre qu'il y a une structure dans le monde. Et cette structure, on n'y peut rien, alors on la met autant qu'on la découvre, peut-être, n'empêche, le monde, il est ce qu'il est. Ouais. Finalement, en physique, on va aller aussi plus loin, parce que j'ai pris connaissance, mais pas précisément, des échanges entre Carl Gustav Jung et Wolfgang Pauli. Ouais, oui. J'ai peur de... Non, c'est bien possible. Ouais. Justement, la dimension mentale, finalement, dans votre espace. Ah oui, mais alors... La dimension mentale, et on voit une gorge parmi, donc ouais. changer à ce sujet. D'accord. Alors, non, mais alors ça, tout à fait. Donc, le développement de la physique classique consiste en la formalisation de notre intuition physique commune, de la réalité physique, d'une réalité physique conçue comme extérieure au sujet. Donc il y a cette séparation sujet-objet. Et l'idée étant qu'il y a des choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord qui ont l'air d'être indépendantes du sujet. Faisons comme si le monde pouvait exister sans sujet, alors qu'il est clair depuis le début qu'il n'y a de monde que de perception du monde, et que donc ça n'a pas de sens fondamentalement de s'interroger sur le monde indépendamment de sa perception, puisque le monde est la perception du monde. La seule chose, les seules données qui soient à nous, qui nous soient données en tant que données, c'est des perceptions et encore des interprétations de perception du monde. Donc, il n'y a rien d'autre pour chaque conscience que la conscience qu'elle a du monde. Donc l'idée de se dire, ok, on va faire comme si en fait le phénomène de la conscience, de perception, etc., c'était rien, on va parler du monde comme si ça n'intervenait pas, c'est évidemment une bêtise profonde, in fine. Et donc, mais c'est un bon moyen de démarrer parce que il est vrai néanmoins qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'ici il y a une balle, que là elle est en train de tomber, qu'elle a rebondi, etc. Donc il y a des choses dont notre expérience du monde nous montre qu'elles peuvent être objectivées. Ça ne veut pas dire qu'elles soient absolument objectivables, mais on peut les objectiver ou les intersubjectiver. Et l'idée c'est, déjà ça,
on va pouvoir travailler dessus, voir, parce que déjà là-dedans, il y a des structures. Voyons quelles sont ces structures. A priori, ce n'est pas perdu, de toute façon, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est des structures de ce monde objectivé tel qu'on le... Voilà. Que, in fine, en allant au bout de cette démarche, la physique classique tombe sur un moment où, en fait, ok, on avait mis le sujet de côté, la conscience et ces choses-là, mais qu'il faille à un moment le prendre en compte, ce n'est pas une surprise. Et de fait, et c'est la gloire de la physique, j'oserais dire, que d'être parvenu, avec la physique quantique essentiellement, au moment où, non, c'est fini, on ne peut plus faire abstraction de l'observateur. On ne peut plus faire abstraction du fait que le monde n'est pas un monde, mais est un monde perçu. Et que, c'est pour ça que la notion de mesure est si importante, le processus de mesure, in fine, on parlera davantage de la mesure la prochaine fois, le processus de mesure, in fine, c'est la perception de quelque chose. Il n'y a pas de mesure sans perception. Et c'est le nœud du problème de la mesure en physique quantique. C'est le nœud parfaitement identifié aujourd'hui. Ouais. Je ne connais pas suffisamment de physique quantique. Ouais. On parle tous dans quelques articles. Mais du coup, en quoi la physique quantique, justement, admet que cette question n'est plus être mise de côté? Alors, ça prendra un peu plus de temps, donc on le fera une autre fois. Mais on verra ça très précisément. Et effectivement, le problème de la mesure en physique quantique, qui pose tant de problèmes, enfin qui pose des problèmes, à mon avis à tort, qui pose des problèmes justement parce que il y a encore toute cette tradition dans la physique où on refuse de prendre en compte, enfin, de réaliser qu'une mesure, c'est pas juste l'interaction d'un système physique avec un instrument de mesure qui fait que... Donc, qu'est-ce que c'est une mesure au niveau zéro? Mais peut-être, je ne sais pas quelle heure il est, il faut qu'on... Ouais. Oula, oui, bon, peut-être qu'il faut qu'on... On fera ça une autre fois, mais c'est évidemment capital. Ouais. Et sur la lumière, bien sûr, oui, parce que du coup, on s'est préparé. Oui. On commencera par la lumière. Oui. Prochaine fois, lumière, champ électro... D'abord les champs, l'électromagnétisme. Comment ces deux choses bizarres, électricité et magnétisme, j'ai effacé. En fait, on a découvert que c'était mis ensemble. Et pourquoi j'ai voulu parler de Coulomb d'abord? C'est parce que c'est grâce à la maîtrise de l'électricité. En fait, vous savez qu'Einstein disait que la plus grande invention de l'humanité, c'est la pile électrique. Par M. Volta, qui a fait la démonstration en 1802 de la pile électrique. Parce que ça nous a permis de maîtriser des courants électriques et de s'apercevoir qu'un courant électrique générait un champ magnétique. Ça fait le lien entre électricité et magnétisme. Ça a conduit à l'électromagnétisme, avec Faraday, etc. Et l'électromagnétisme, et comprendre le phénomène de la lumière. Et la lumière, et quand on a l'électromagnétisme, on voit la relativité. Elle est écrite dans l'électromagnétisme, la relativité restreinte. Une fois qu'on a la relativité restreinte, on voit qu'il y a un espace-temps, et du coup, on s'interroge sur sa géométrie, et on voit la relativité générale, et on a la physique, voilà. Et la lumière est éminemment quantique avec les photons, les expériences, des interférences, enfin, bref. Et donc, la pile électrique capitale, et donc c'est pour ça que Coulomb, c'est très important, et tout ce qui s'ensuit, voilà. Donc on fera la lumière la prochaine fois. Voilà.